Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, les forces de sécurité ougandaises sont prêtes à faire face à une vague de violence post-électorale après que le président sortant Yoweri Museveni a été déclaré ce week-end vainqueur de l'élection présidentielle. Les observateurs ont toutefois déclaré que les élections manquaient de transparence. Yoweri Museveni a été réélu pour un 5e mandat. Samedi dernier, il a remporté l'élection présidentielle avec plus de 60% des voix. Son opposant Kizza Besigye a été placé sous surveillance judiciaire et maintient que les élections ne sont qu'une farce. J'invite la communauté internationale à rejeter les résultats des élections ougandaises. Et je demande qu'une commission internationale d'audit soit mise en place afin d'auditer les résultats des élections présidentielles 2016 en Ouganda. Les électeurs des partis opposés se sont prononcés. Je me réjouis que notre président soit sorti vainqueur des élections. Toutefois, je ne peux pas exprimer ma joie, par peur d'être pris pour cible. Je ne suis vraiment pas content. Le moment est venu de faire notre deuil. Je crois que nos élections ont été volées. Pour l'instant, la présence des forces de sécurité a été renforcée à Kampala, capitale ougandaise. Vous le savez peut-être, mais les services de sécurité ont reçu des rapports suggérant que des éléments planifient de provoquer des troubles, de semer la violence et d'entraîner le chaos. On peut dire qu'ici, au gouvernement, nous ne pouvions prendre ce risque ou accepter la situation chaotique qu'ils ont essayé de créer. Les réseaux sociaux et les services de transfert d'argent par téléphone portable ont été fermés pour des raisons de sécurité durant les élections. L'Égypte se prépare à punir tout policier reconnu coupable d'abus. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a demandé à son ministère de l'Intérieur de durcir les sanctions à l'encontre de ces policiers. La proposition de loi sera présentée au Parlement. L'annonce intervient alors que des manifestants se sont rassemblés au Caire après qu'un homme a été abattu par la police. Il existe deux types de policiers en Égypte, ceux qui sont diplômés de l'académie de police et les cadets. Les cadets ne sont pas rigoureusement formés et se heurtent régulièrement à la population. Ces confrontations avec la population ont provoqué la colère des Égyptiens. Par exemple, des médecins ont organisé une manifestation nationale pour dénoncer la brutalité policière. Jeudi dernier, une centaine de manifestants se sont réunis après qu'un cadet de la police a abattu un homme. Les cadets de la police ont été exemptés de comparution devant un tribunal militaire. Le tribunal militaire fut remplacé par des cours martiales disciplinaires qui ont eu un impact important sur le comportement de certains cadets de la police après la révolution de janvier. Il existe toujours des punitions qui pourraient les suspendre de leurs fonctions. Le président Abdel Fattah al-Sisi a répondu aux exigences populaires. Il a demandé au ministère de l'Intérieur de modifier une loi pour durcir les sanctions à l'encontre des policiers dans un délai de 15 jours. Il y a près de 6 bureaux officiels au ministère qui surveillent et punissent les policiers. Et cela inclut le bureau de la sécurité nationale, le bureau de la gestion de la police pour chaque gouvernorat, ainsi que la direction générale de la sécurité. Beaucoup disent que le ministère de l'Intérieur doit faire davantage pour s'assurer que la police soit tenue responsable de ses actions. Les experts en sécurité affirment qu'il est crucial que la sécurité aérienne soit renforcée dans la Corne de l'Afrique. Près d'un mois après une attaque suicide ayant ciblé un avion en Somalie, Djibouti a arrêté des vols en provenance de ce pays. Cela fait 3 semaines depuis l'attaque de l'avion d'Aalo à Mogadiscio. Le groupe militant somalien Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Heureusement, personne n'a été tué, mis à part le kamikaze. Les autorités travaillent pour renforcer la sécurité des voyageurs à l'aéroport. En tant qu'agence de sécurité en charge de la sécurité, nous avons renforcé la sécurité à l'aéroport. Cela ne sert pas uniquement à rassurer les voyageurs locaux, nous espérons aussi convaincre les ambassades étrangères et les organisations des Nations Unies que l'aéroport de Mogadiscio est sûr. Il y a eu toutefois des conséquences depuis l'attaque kamikaze. Djibouti a interdit tous les vols venant de Somalie par précaution et d'autres pays pourraient suivre. Les experts disent qu'il ne s'agit pas juste de la Somalie, la menace concerne les aéroports dans la région et au-delà. Les menaces posées par les militants sont réelles. Nous avons vu cela quand un avion a explosé à Tcharmetchek. Également quand une bombe a été découverte au Yémen.
La menace est toujours présente. Pour les pays de l'Est et de la Corne de l'Afrique, il faut améliorer la sécurité dans les aéroports. En Égypte, un forum commercial majeur vient de fermer ses portes dans la ville de Sharm el-Sheikh, dans le Sinaï. Le Forum Africa 2016 vise à resserrer de façon significative les liens économiques et politiques entre les pays du continent. Un rendez-vous qui devrait d'ailleurs devenir annuel. Lors de la dernière journée de l'événement, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré des hommes d'affaires kényans et éthiopiens. Une rencontre qui a permis la signature de plusieurs nouveaux accords. Le plus important d'entre eux est un contrat de 5 ans d'exportation de carburant vert solide en direction d'une entreprise éthiopienne. Dans le contexte de notre continent et dans celui de l'utilisation des déchets et du développement de solutions de recyclage des déchets, il s'agit d'une étape majeure pour Ekaru de sortir d'Égypte et de pénétrer l'Éthiopie. Lors du forum, des liens politiques d'un meilleur niveau ont été tissés. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec son homologue nigérian, Muhammadu Buhari, un échange dont le thème principal a été le combat contre le terrorisme. Il ne fait aucun doute que les questions concernant le terrorisme ont occupé une bonne partie de l'agenda. Cela en raison de l'actuelle situation au Nigeria, de la présence de Boko Haram. Mais les sujets ont aussi tourné autour du combat contre le terrorisme sous toutes ses formes sur le continent africain. Le dirigeant égyptien a également rencontré le président soudanais Omar el-Béchir ainsi que le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. La rencontre trilatérale consistait surtout à évoquer la vision commune des 3 chefs d'État dans la promotion de la coopération régionale et celle de la coopération économique. La réussite consistant à réunir des groupes commerciaux et des responsables gouvernementaux au même endroit pour promouvoir les échanges commerciaux et l'investissement intra-africain a encouragé l'annonce du gouvernement égyptien selon laquelle ce forum deviendra un événement annuel à Sharm el-Sheikh. L'Afrique perd chaque année des dizaines de milliards de dollars en raison du crime et de la corruption. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki dirige actuellement une équipe d'experts spécialisés dans la lutte contre les flux financiers illégaux en Afrique. Leur objectif est d'attirer l'attention sur ce problème qui coûte toujours plus cher au continent. 1 trillion de dollars. Il s'agit du montant des capitaux que l'Afrique a perdus au cours des 50 dernières années, principalement en raison des activités illégales. Il s'agit à peu de choses près de la somme que le continent a reçue dans le cadre des innombrables programmes d'aide. Selon le panel d'experts des Nations Unies dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, les pertes annuelles atteindraient même les 50 milliards de dollars. Les activités criminelles telles que le trafic de drogue et d'humains constituent à elles seules près de 30% des flux de capitaux sortant d'Afrique chaque année. Thabo Mbeki et son équipe étaient cette semaine aux États-Unis pour mettre la lumière sur le coût réel des activités criminelles et de la corruption pour l'ensemble des pays africains, mais également pour faire pression sur la communauté internationale qui doit plus que jamais apporter son aide afin de faire cesser l'hémorragie financière sur le continent. Je pense que nous n'avons plus le temps. Nous devons immédiatement mettre définitivement un terme aux activités de ceux qui se sont enrichis sur le dos de ceux qui ont le moins dans le monde. Lors d'un discours aux Nations Unies, Thabo Mbeki a rappelé l'engagement des dirigeants des pays africains dans cette lutte. Il a par ailleurs ajouté que le continent lui-même était la source du problème et qu'il serait le premier à bénéficier d'une solution réaliste. Les dirigeants du continent africain se sont engagés à prendre à bras le corps ce problème et appellent la communauté internationale à les aider. Mais nous insistons également sur le fait que la lutte doit avant tout être menée à l'intérieur du continent. Cependant, Thabo Mbeki a rappelé que malgré la volonté politique d'agir, les pays africains ne sont pas encore suffisamment dotés d'institutions capables de résoudre le problème au niveau central, notamment sur des sujets relatifs aux systèmes fiscaux, aux taxes douanières, mais aussi concernant l'échange d'informations financières entre les différents pays du continent. L'Afrique du Sud est connue pour son industrie viticole. La récolte est en cours dans la région du Cap, où c'est aussi l'occasion d'un grand festival. La saison des vendanges est une saison festive. Les festivaliers viennent en savoir plus sur le processus de vinification ici au domaine de Grande Provence où la sécheresse n'a pas réussi à mettre à bas la récolte.
Nous avons eu un bon début de saison avec les blancs dans des zones plus fraîches. Le raisin a évité ainsi la chaleur et les blancs sont spectaculaires. Des dégustations et tout un tas d'activités ont lieu pendant le festival. Nous avons eu de la musique traditionnelle du Cap dans les vignes pour que les gens ressentent le rythme des vendanges. Ensuite, on vous emmène à une dégustation qui leur apprend ce qui se passe quand le raisin est transformé en vin. Et ensuite, je pense que ce que je préfère, c'est de les emmener dans la cave pour leur montrer ce qui se passe avec la fermentation. Aujourd'hui, nous allons fouler le raisin. C'est la première fois et c'est super. Je pense que je pourrais venir ici tous les jours pour faire ça. C'est comme jouer avec du papier à bulles, c'est fabuleux. C'est comme la réflexologie, c'est fantastique. C'est vraiment pas banal, très thérapeutique. C'est un peu comme du caviar qui éclate sous les pieds. C'est vraiment exaltant. Ça fait du bien, c'est froid, ça chatouille et c'est bon le long des jambes contre les fruits avec le jus qui sort. Et voilà, maintenant, vous aussi, vous savez faire du vin. Mais peut-être vaut-il mieux laisser cela aux professionnels. Occupez-vous plutôt de déguster le produit fini. L'Afrique du Sud continue de subir les pires sécheresses en 30 ans. Les fermiers peinent à s'approvisionner en eau et en nourriture pour le bétail qui meurt en masse. Heureusement, des organisations sont là pour essayer d'améliorer leur sort. Ce fourrage est destiné aux régions d'Afrique du Sud touchées par la sécheresse. Karl Weishuizen est l'un des milliers de Sud-Africains qui soutiennent une initiative communautaire appelée Hope Grass Project. Avec des amis et des voisins, Karl collecte des tonnes d'herbes coupées à envoyer aux fermiers. Faire une chose positive pour mon pays et pour mon peuple, et aider les fermiers qui souffrent et aider à sauver les bêtes. Au lieu de jeter l'herbe que vous coupez, donnez-la pour les animaux. Les Sud-Africains ordinaires répondent à la crise en établissant des points de collecte dans différentes zones urbaines. Ces tas d'herbes coupées seront compactés et distribués aux fermes les plus touchées. Ce que les gens peuvent faire, c'est déposer leur herbe le jour où elle a été coupée sur les sites prévus à cet effet. Elle sera reçue par nos employés et séchée sur ces emplacements. C'est l'un de nos plus grands sites à Pretoria. Nous traitons entre 5 et 8 tonnes d'herbes coupées par semaine. Ce n'est pas seulement le problème des fermiers, ce n'est pas le problème du département de l'agriculture du gouvernement. C'est quelque chose qui affecte chaque citoyen d'Afrique du Sud. Ce projet fournit aussi une plateforme où les Sud-Africains peuvent se réunir ou s'unir derrière nos fermiers et apporter leur contribution. La distribution d'herbes n'est qu'une mesure temporaire, mais pour Agri SA, c'est déjà quelque chose. Pour nous, c'est une expérience formidable, cette distribution de fourrage aux fermiers. Nous sommes allés dans le Free State la semaine dernière et avons donné ce que nous avons recueilli aux fermiers noirs et aux fermiers blancs, aux petites exploitations et aux grandes. Et c'est formidable de voir à quel point cela leur a redonné l'espoir. C'est l'un des secteurs les plus importants de la société. C'est de la production de nourriture qu'il s'agit. Les agriculteurs d'Afrique du Sud attendent la saison des pluies en cette période de sécheresse terrible qui frappe au moins 5 des 9 provinces du pays. Parmi les zones les plus affectées, la province Nord-Ouest. Heureusement, les bénévoles partent à leur secours. Le Kenya est le deuxième plus grand producteur et consommateur de lait en Afrique subsaharienne. Ce secteur connaît une croissance rapide et contribue pour près de 4% au PIB du pays. La production de lait a doublé au cours de la dernière décennie. Cependant, il y a eu très peu d'amélioration dans les méthodes agricoles au cours des 25 dernières années. Certains agriculteurs cherchent de nouveaux moyens pour améliorer le rendement. Reportage. Les Kenyans adorent leur lait. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'en moyenne, ils boivent 100 litres par an. Mais comme la plupart de l'industrie agroalimentaire du Kenya, le secteur laitier est encore largement sous-développé et cela résulte en une faible production de lait, à des maladies et à un fourrage de mauvaise qualité. Au niveau macro, l'industrie du lait contribue pour 14% du PIB agricole.
Peter Matengue possède une exploitation dans la région de la vallée du Rift où presque 60% du lait du Kenya est produit. Il se nomme lui-même un exploitant urbain avec ses vaches sur un terrain de 15 par 22 pieds dans la ville de Nakuru. Ces vaches produisent une moyenne de 35 litres de lait par jour car il les relaxe et les divertit avec la télévision et de la musique. La musique et les activités comme la télévision apaisent l'esprit des animaux. Donc ils ne sont pas stressés, ils ont plus de confort. Avant, les vaches produisaient entre 27 et 30 litres de lait par jour. Mais quand j'ai mis en place le système de musique, la production de lait a augmenté. Cela semble inhabituel, mais ce n'est pas une nouvelle idée. Les chercheurs à l'université de Leicester ont découvert que les vaches exposées à de la musique relaxante produisaient 3% de plus de lait. Peter soutient cette méthode. Il dit que sa production de lait a augmenté car en plus de les relaxer, ces vaches profitent d'un bon confort avec des tapis pour dormir et 2 techniciens gardent leurs environnements propres tout le temps. Ils leur donnent aussi du fourrage à haute teneur en protéines 3 fois par jour. Elles commencent à avoir à manger à 6 heures du matin. Après, c'est l'après-midi. Et enfin, à 8 heures le soir, elles ont à manger selon leur poids. Si un animal fait 500 kg, il faut 10% de son poids en nourriture. Donc on lui donne 50 kg de fourrage par jour. Peter Matengue vend son lait au supermarché et aux clients individuels à des prix plus élevés car il dit que la qualité et le goût sont meilleurs. Il forme également des étudiants et des agriculteurs aux techniques d'élevage de bétail sur de petites parcelles de terre dans les villes, ainsi qu'aux techniques d'hygiène et de gestion des déchets. Peter utilise ces déchets pour fabriquer du biogaz qu'il vend ensuite à ses voisins. Il y a un système de production de gaz que j'envoie ensuite dans le quartier aux gens qui vivent proches d'ici. Ensuite, le produit issu du biogaz vient de l'autre côté de l'exploitation. C'est à partir de cet endroit que je le récupère et que je le redistribue aux fermes alentours. Et par ailleurs, je peux cultiver des céréales et du maïs. Les résidus des déchets sont réutilisés comme herbicides dans sa ferme où il cultive et préserve son propre fourrage. Aujourd'hui, Peter conseille les universités, le gouvernement et les exploitants locaux en leur montrant comment mettre en place de nouvelles normes en matière de production et de santé. Le lait continue à être l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au Kenya. Aujourd'hui, les investisseurs font la queue pour donner de l'argent dans l'industrie laitière du pays avec des millionnaires comme Dangote du Nigeria qui cherchent à produire du lait en poudre et d'autres produits laitiers pour les marchés locaux et l'exportation. Les experts pensent que le secteur doublera sa croissance dans les 10 prochaines années, mais uniquement si les exploitants grandissent avec. C'est une somptueuse célébration qui a été préparée dans les rues de Lubumbashi. Après que les géants congolais du tout-puissant Mazembe ont remporté leur 3e Supercoupe continentale samedi, en battant 2-1 l'équipe tunisienne Étoile du Sahel lors de la finale et en maintenant à 100% leur record lors de la compétition. C'est une journée de match à Lubumbashi et le noir et blanc étaient les couleurs de rigueur. Les supporters du TP Mazembe ont chacun fait leur devoir pour assurer la victoire de leur équipe. Et les fans sont en force pour ce match entre les équipes congolaises et tunisiennes. Peu d'entre eux sont aussi impliqués que ceux du 100%. Le groupe, créé en 1986, compte près de 2000 membres. Nous nous considérons comme une partie intégrante de ce club, comme le 12e joueur. Notre travail est simple, il s'agit de nous assurer que notre équipe est motivée tout au long du jeu. Certains tirent même un profit d'être supporters. Pour d'autres, c'est une question de génération. Je supporte le TP Mazembe parce que mon père le faisait. J'ai donc choisi de devenir un joueur professionnel. Beaucoup en RDC pensent que ce groupe est constitué de voleurs et de marginaux, mais non, nous sommes juste des gens honnêtes qui gagnons notre vie pour subvenir aux besoins de nos familles comme chacun dans ce pays. Pour ce groupe de supporters, les chants ne cessent pas à l'extérieur du stade. Une fois à l'intérieur, ils se lèvent pour acclamer leur équipe pendant toute la durée du match. Nous chantons et nous restons debout tout au long du jeu parce que, de même que l'équipe sur le terrain, nous sommes dans les gradins afin de garantir que chacun donne du sien pour obtenir la victoire. Et cela a apparemment payé.
lorsque le TP Mazembe a une fois de plus remporté le titre de la Supercoupe. Et c'est la première pièce d'argenterie pour le nouvel entraîneur Hubert Velud qui a pris la relève cette année. Nous allons donner au nouvel entraîneur une chance de poursuivre le travail que Patrice Catron a commencé, parce que tout ce que nous voulons, c'est que Mazembe devienne encore plus gros que ce qu'il est en Afrique. Et avec le talent du tout-puissant Mazembe et tout ce soutien dévoué, il y a peu de doute que cette équipe arrachera ses titres dans un futur proche. Eh bien, quel enthousiasme! Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.